Mais, Monsieur le Secrétaire, vous pouvez reconnaître que les États-Unis n'ont pas un contrôle total sur le détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? Écoutez, l'Iran essaie de prendre l'économie mondiale en otage et de terroriser ses voisins. Ils ont constitué un arsenal gigantesque. Alors, est-ce qu'ils créent des difficultés dans la région? Absolument. Mais leur stratégie est perdante. À terme, cela conduira à l'effondrement de ce régime en Iran, à mesure que son économie sera étranglée. Mais est-ce qu'ils causent des difficultés à leurs voisins et à l'économie mondiale? Absolument. Mais leur capacité à créer des difficultés diminue. Notre capacité à escorter les produits et à les faire sortir de cette région augmente. Ils n'ont en quelque sorte qu'une seule carte et elle perd de sa valeur. Je veux dire, ça ne ressemble pas à un contrôle total, mais vous avez... Voici mon point vidéo de ce vendredi après-midi, le 14 août, depuis Larnaca à Chypre. Parlons de quelques actualités et commençons par la situation autour du détroit d'Ormuz. Des responsables iraniens ont publié une déclaration affirmant que le détroit d'Ormuz ne rouvrira pas tant que les États-Unis n'auront pas mis fin à la guerre contre l'Iran et accepté les nouvelles conditions iraniennes, dont j'ai parlé dans de nombreuses vidéos par le passé. Ces nouvelles conditions iraniennes très dures. Et les États-Unis ont publié diverses déclarations. Pete Hegseth affirme notamment que le blocus maritime de l'Iran peut se poursuivre indéfiniment. Iran can continue indefinitely. That is a direct quote from the Secretary of War. C'est une citation directe du secrétaire à la guerre. Et Scott Bessent promet d'accentuer la pression économique sur l'Iran. Bessent a déclaré que les États-Unis appliqueraient à l'Iran des mesures jamais vues auparavant. Nous avons des outils, selon Scott Bessent. Tout cela dans le but de provoquer un effondrement économique et un changement de régime en Iran. Gardez un œil sur mon sac à dos, tout le monde. Si vous voyez quelqu'un essayer de partir en courant avec mon sac à dos, dites-le moi, et j'essaierai de le rattraper. Mais voilà la situation dans le détroit d'Ormuz, au fil d'Ormuz, comme dans un feuilleton. Le mur d'acier. C'est ainsi que Trump l'a appelé dans son post sur Truth Social l'autre jour. Le mur d'acier, comme l'homme d'acier. The wall of steel, like the man of steel. This summer, one man will try to take... Cet été, un homme va tenter de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Le mur d'acier, avec Ryan Gosling dans le rôle du président Donald J. Trump. Monsieur le Président, montez dans le food truck. Montez dans le food truck, maintenant. L'Iran prépare un sabotage contre Air Force One, avec aussi Sydney Sweeney dans le rôle de Caroline Leavitt. Monsieur le Président, vous m'avez laissé dans Air Force One, alors que vous saviez qu'il pouvait y avoir une attaque contre Air Force One. Et, dans le rôle du secrétaire à la guerre, Pete Hegseth. Et Justin Trudeau, qui fait ses débuts au cinéma. Monsieur le Président, buvons une bière cul-sec avant que vous montiez dans le food truck. Je plaisante. Je plaisante, c'est tout. Mais ça ferait un super film, non? Le mur d'acier, c'est une blague. C'est une blague. Wall of steel. It's a joke. It's a joke. Everybody don't get mad at me. Tout le monde, ne vous fâchez pas contre moi. Voilà donc la situation avec l'Iran. Nous recevons beaucoup de rapports de la part de différents médias et institutions qui suivent les stocks de pétrole. Et ils tirent la sonnette d'alarme. Ils disent que les réserves diminuent fortement, y compris les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis. La situation mondiale du pétrole semble vraiment très mauvaise. Des rapports indiquent que la Chine ne va pas mettre de pétrole sur le marché pour essayer de faire baisser les prix. En réalité, en ce moment, la Chine stocke du pétrole. Elle en achète. Donc, la situation paraît très très difficile en ce qui concerne l'énergie et le pétrole. Alors, le Washington Post a publié une nouvelle exclusivité sur le changement d'avion d'Air Force One. Et le WAPO affirme que les renseignements reçus par l'administration Trump venaient d'Israël au sujet d'une menace contre Air Force One.
une sorte d'opération iranienne visant à saboter ou à abattre Air Force One. C'est ce qui aurait conduit à l'incident du food truck et au fait que Trump monte dans un autre avion. C'était des renseignements israéliens. Et c'est la CIA qui le dit. Autrement dit, la CIA est en quelque sorte en train de jeter les services de renseignement israéliens sous le bus. Souvenez-vous, le Washington Post, c'est le journal de la CIA. Si vous voulez savoir ce que pense la CIA ou ce qu'elle fait, tout est dans le Washington Post. It's all in the Washington Post. CIA had low confidence in Iranian threat. La CIA avait peu confiance dans la menace iranienne avant que Trump ne change d'avion en Turquie. La CIA avait des doutes sur les renseignements israéliens concernant une menace contre Trump en Turquie, qui a entraîné un vol secret extraordinaire. Et selon le Washington Post, les analystes de la CIA étaient très sceptiques face à des renseignements faisant état d'un complot d'assassinat imminent. Ils ont d'ailleurs dit à l'administration Trump qu'ils étaient sceptiques, mais les services secrets et la Maison-Blanche de Trump ont tout de même décidé de transférer Trump dans l'avion secret. Selon la CIA, la menace provenait de renseignements israéliens et non américains, et elle était jugée peu fiable. En gros, la CIA dit « Nous n'avons rien à voir avec ce fiasco ». C'était entièrement du renseignement israélien. Et nous vous avons dit à la Maison-Blanche de Trump que nous avions peu confiance dans ce rapport venu d'Israël. Mais vous avez quand même poursuivi. Vos services secrets ont quand même décidé de vous déplacer. Donc c'est votre responsabilité. C'est une exclusivité du Washington Post. Le Washington Post rapporte également que 25% des drone Reaper américains ont été utilisés dans le conflit avec l'Iran. 25% de l'arsenal a été épuisé. Chaque drone Reaper coûte 50 millions de dollars. 50 millions de dollars l'unité. L'armée américaine a perdu au moins 45 drones MQ-9 Reaper pendant la guerre avec l'Iran, soit environ 25% de sa flotte. Selon 3 responsables américains au fait du dossier. Ces personnes au fait du dossier. Bob, dans son appartement, une pièce en Virginie du Nord. Salut Bob. Quelle est la situation avec les drones Reaper? 25% ont été épuisés. Vous en êtes sûr, Bob? Absolument sûr. D'accord. Merci, Bob. Bref, voilà les dernières informations du Washington Post. Ils s'acharnent contre Trump. La CIA s'acharne contre Trump, n'est-ce pas? Donc, il y a ces informations sur le porte-avions Lincoln, qui est en mer depuis plus de 9 mois. Selon plusieurs rapports, le moral des marins est très bas. Il manque cruellement de fournitures de base. Et les familles des marins supplient qu'un autre porte-avions vienne relever le Lincoln. Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, interprété par Justin Trudeau. Il ne ferait pas un bon Pete Hegseth, hein? Enfin bref, vous avez rencontré ma petite amie cosmonaute? C'est une blague. C'est une blague. Bref, Pete Hegseth dément les informations selon lesquelles la situation serait mauvaise à bord de l'USS Lincoln et le moral des marins au plus bas. Il affirme que tous les reportages sur l'USS Lincoln ont été complètement déformés. Mais, d'après plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux, l'USS George Washington va prendre la route du Moyen-Orient. Elle montre le Washington se préparant à prendre la mer pour relever le Lincoln. C'est également selon le Wall Street Journal. Nous avons donc des photos du Washington qui se dirige, apparemment, vers le Lincoln. Et le Wall Street Journal rapporte que le Washington sera le porte-avions qui relèvera le Lincoln. Les démocrates réclament des réponses après des informations faisant état de mauvaises conditions à bord de l'USS Abraham Lincoln. Des familles de marins ont déclaré au Military Times que 2 hommes avaient tenté de sauter par-dessus bord alors que les équipages subissent des pénuries de nourriture, des toilettes en panne et une contamination de l'eau. Hegseth affirme que tout cela a été complètement déformé. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth,
qui a actuellement Cuba dans son viseur. Who has his eye on Cuba at the moment. Perhaps the Trump White House believes that Peut-être que la Maison-Blanche de Trump pense que Cuba sera une victoire facile. Et ils ont besoin d'une victoire. Ils risquent de perdre deux guerres. La guerre contre l'Iran et le projet Ukraine. Ils auraient dû se retirer du projet Ukraine dès la minute où Trump a pris ses fonctions. Comme nous l'avons dit très souvent sur The Duran, cela aurait changé toute la présidence de Trump. S'il avait complètement retiré les États-Unis du projet Ukraine, sa présidence aurait été différente. Cela aurait été une présidence Trump réussie, centrée sur l'Amérique. Si le 22 janvier, il avait dit « La guerre de Biden, ce n'est pas mon problème. Elon, coupe Starlink pour tout le monde. Nous ne voulons aucune part dans ce conflit. Adios. À plus tard. » C'est ce qu'il aurait dû faire. Maintenant, il risque de perdre deux conflits. C'est pour ça qu'ils évoquent une forme d'action militaire contre Cuba. Ou du moins, Rubio et Hegseth évoquent une action militaire contre Cuba. Alors restons sur le projet Ukraine. Vous avez vu les vidéos sur les réseaux sociaux et les informations concernant une usine de munitions à Rome en Italie qui a explosé? Enfin, au moins une partie de l'usine a explosé. Qu'est-ce qui a pu provoquer cette explosion? Cette explosion dans cette usine de munitions, qui, comme par coïncidence, fournit des armes et des munitions au projet Ukraine. C'est en fait une installation franco-allemande de munitions du géant de la défense KNDS, un fournisseur majeur de systèmes d'armes et de munitions pour le Gobelin là-bas. Je crois que, la semaine dernière, une installation similaire en Bulgarie a explosé, ou qu'une partie a explosé. Peut-être une mauvaise manipulation des munitions, et quelque chose a fait boum. En tout cas, il n'y a eu ni mort ni blessé en Italie. C'est du moins ce que nous disent les informations. Mais il s'agit peut-être d'une erreur dans l'installation ou d'autre chose. Il pourrait se passer autre chose. En France, on commence à parler d'éliminer Poutine. Ou du moins, la chaîne d'information française LCI a consacré l'autre jour un long sujet à ce qui se passerait si l'Ukraine éliminait Poutine. Est-ce que cela changerait la trajectoire du conflit? Est-ce que la Russie capitulerait? Que se passerait-il si l'Ukraine éliminait Poutine? What would happen if Ukraine eliminated Putin? Now, we've been saying on the Duran for the past couple of days, I've been saying on my channel. Eh bien, ces derniers jours, sur The Duran, nous disons, je le dis sur ma chaîne, et Alexander l'a expliqué en détail sur la sienne, qu'il semble que l'Occident collectif soit désormais au bout du chemin pour trouver un moyen d'arracher une quelconque victoire avec le projet Ukraine. Ils se sont donc repliés sur l'idée que s'ils parviennent à viser et à éliminer le président russe Vladimir Poutine, ils feront capituler la Russie et mettront fin à la guerre, au conflit, s'ils parviennent à se débarrasser de Poutine. C'est ce que nous disent tous les messages venant d'Ukraine et de divers médias. Hier, j'ai lu un article de Politico qui parlait de missiles balistiques ukrainiens visant Poutine. Pas la Russie, Poutine. Targeting Putin, not targeting Russia, targeting Putin. And we have had many attempts in the past. Et nous avons déjà eu de nombreuses tentatives par le passé, de la part de Boudanov, de diverses autres agences de renseignement pour éliminer le président russe. La plus notable, ce sont les drones lancés contre Valdai. Bref, cela semble être l'ultime tentative, la stratégie de l'espoir, de l'Occident collectif pour essayer d'arracher une victoire. Les médias français explorent donc cet angle. Et les journalistes en France, alors qu'ils discutaient de l'idée de s'en prendre à Poutine, ont commencé à réfléchir à cette stratégie. Ils sont même arrivés à la conclusion que ce ne serait peut-être pas une si bonne idée de s'en prendre au président russe, vous pensez? De tenter de l'éliminer, sachant que la Russie possède environ 6000 armes nucléaires et qu'elle a des dirigeants compétents, plus durs, prêts à prendre la relève. Et bien sûr, la Russie est membre du Conseil de sécurité. Et cela pourrait être considéré,
et sera certainement considéré comme un acte de guerre, avec de très très graves conséquences pour le pays ou les pays qui oseraient s'en prendre au président de la Russie. C'est la conclusion à laquelle ils sont arrivés. J'ai été choqué qu'ils commencent réellement à réfléchir à cette idée et à y penser. Et les médias français sont arrivés à la conclusion que oui, ce n'était peut-être pas une si bonne stratégie, ni une si bonne idée. L'Ukraine a donc proposé un accord de cessez-le-feu à la Russie. Elle ne l'a pas remis directement à la Russie. Elle le lui a envoyé par l'intermédiaire d'un tiers. Je suppose qu'il s'agit des États-Unis, parce que ce sont probablement les États-Unis qui ont élaboré cet accord de cessez-le-feu et qui l'ont remis à la Russie. Et cet accord de cessez-le-feu concerne la mer Noire. Il appelle à une trêve en mer Noire, ne pas frapper de cibles commerciales ou civiles dans le port d'Odessa, ni quoi que ce soit de ce genre. Et l'Ukraine, de son côté, ne s'en prendra à rien dans la mer d'Azov, dans la région de Novorossiysk. De cette façon, l'Ukraine, d'après ce que nous savons, c'est-à-dire très peu de choses sur cet accord, les autorités ukrainiennes pourront exporter leur blé, leurs céréales et leurs denrées alimentaires. Parce que la situation alimentaire en Ukraine est également catastrophique. Reuters titre « Les agriculteurs ukrainiens désespèrent alors que le blocus maritime russe bloque leur récolte. » Oui, les agriculteurs souffrent énormément à cause du blocus d'Odessa, pas seulement cette année, mais aussi pour l'année prochaine. Ils ne peuvent même pas planifier l'année prochaine. Ils vont donc perdre pratiquement toute leur récolte de cette année et toute leur récolte de l'année prochaine. Et cela va causer beaucoup de dégâts à l'économie ukrainienne, parce que les exportations alimentaires, c'était le seul secteur de l'économie ukrainienne qui rapportait des revenus. Bien sûr, selon les responsables russes et l'armée russe, le dispositif à Odessa était le suivant. Les navires entraient dans le port d'Odessa en apportant des armes, puis ils quittaient le port d'Odessa avec de la nourriture. C'est ce qu'ont affirmé l'armée russe et divers responsables russes. Donc, des armes à l'entrée, de la nourriture à la sortie. Et donc, il y a une double panique dans l'Occident collectif. Ils ne peuvent pas faire entrer les grosses armes en Ukraine. Ils peuvent faire passer les armes plus petites par voie terrestre, à travers la frontière. Mais les choses vraiment, vraiment importantes, ils ne peuvent pas les faire entrer en Ukraine. Et ils ne peuvent pas faire sortir la nourriture, qui génère des revenus pour le régime Zelensky, afin qu'il puisse continuer à financer et à mener le conflit. Ils appellent à une trêve générale, ce qui profite à l'Ukraine. Cela ne profite pas vraiment à la Russie, parce que j'ai vu des vidéos des résultats de la frappe massive de 500 à 1000 drones sur Novorossiysk. Ces vidéos sont sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je dois dire que, si vous regardez ces vidéos, il ne semble pas que cette frappe massive de drones ait causé beaucoup de dégâts dans la zone de Novorossiysk en Russie. C'est du moins ce que montrent les vidéos. Mais bien sûr, je peux me tromper. Je ne suis pas à Novorossiysk, donc je ne peux pas en être sûr à 100%. En revanche, le projet Ukraine subit beaucoup de dégâts. Énormément de dégâts. Donc, Poutine a visité les îles Kuril et Takaichi a paniqué. Le Japon, les responsables politiques japonais, ont paniqué. C'est le premier président, non, le deuxième depuis Medvedev, à visiter les îles Kuril, ces îles Kuril disputées. Elles ont une histoire intéressante qui remonte, je crois, à 1875 et peut-être même avant. Ces îles, cette chaîne d'îles, ont changé de main à de nombreuses reprises. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt, Churchill et Staline ont décidé que l'Union soviétique entrerait en guerre contre le Japon. En échange, l'URSS prendrait le contrôle de cette chaîne d'îles. Et il n'y a jamais eu de traité entre l'URSS et le Japon, ni aujourd'hui entre la Russie et le Japon, qui ait effectivement mis fin à la guerre entre ces deux pays.
and has effectively ended the war between those two, and these islands remain. Et ces îles restent, en quelque sorte, disputées. Du moins, le Japon les considère comme faisant partie du Japon, et la Russie, eh bien, considère évidemment ces îles comme faisant partie de la Russie. On parle de 4 îles. La Russie les appelle les îles du sud de cet archipel, et le Japon les appelle les territoires du nord. Donc Poutine s'est rendu dans les îles Kuriles. Takaichi est très mécontente. Elle dit que c'est une déception et une insulte, et qu'il est absolument inacceptable que Poutine se rende sur ces îles disputées. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les îles Kuriles du Sud font partie intégrante de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Leur statut n'est pas sujet à discussion. Les déplacements du président Poutine sur le territoire russe relèvent de la souveraineté de la Russie et n'ont pas à être discutés avec des États étrangers. Takaichi menace de nouvelles sanctions, ce qui, j'en suis certain, fait trembler le Kremlin. Encore des sanctions? Encore des sanctions? Le problème du Japon, c'est qu'il se trouve dans toutes sortes de difficultés économiques, notamment en ce qui concerne l'énergie. Nous connaissons les problèmes du yen. Et ces problèmes persistent, même si Scott Bessent est intervenu. C'était temporaire. Le yen continue d'avoir des difficultés. Et le Japon, j'ai failli tomber là. Le Japon a besoin d'énergie. Et l'endroit le plus facile, le plus logique pour eux d'obtenir de l'énergie, c'est auprès du pays qui en possède énormément, juste à côté d'eux, la Russie. Donc le Japon est coincé. Et Poutine le leur a bien fait comprendre. Poutine a publié une déclaration. En substance, il disait « Regardez, vous continuez à faire tout ce que l'Occident collectif et les États-Unis vous demandent de faire, et voyez ce que cela vous apporte. Cela vous fait du tort. » C'était, en gros, le message de Poutine au Japon, dans une déclaration qu'il a faite depuis les îles Kuriles. Ce n'était pas très diplomatique. Il a dit que la première ministre japonaise, Takaichi, pouvait toujours bavarder autant qu'elle voulait sur le fait que les îles Kuriles seraient historiquement japonaises, mais que ce bavardage ne changerait rien. Elles étaient, sont et resteront des terres russes. Quiconque ne le comprend pas fera face aux conséquences monstrueuses de son illusion. Oui, ces îles sont aussi très stratégiques pour la Russie en ce moment. Très très stratégiques pour les sous-marins russes et la flotte du Pacifique. Il faut imaginer que les États-Unis aimeraient beaucoup mettre la main sur ces îles et commencer à y installer des bases militaires, juste à côté de la Russie. Bref, voilà la déclaration de Medvedev. Takaichi est en colère. Poutine, lui, s'en fout complètement. Évidemment, Medvedev s'en fout aussi. C'était un message de Poutine au Japon. C'est exactement ce qu'était ce voyage. That is exactly what this trip was. So, we have Clown World. Passons donc au monde des clowns. Et aujourd'hui, dans le monde des clowns, on va commencer par quoi? Par la grande victoire de Nigel Farage, peut-être. À Clacton, il a effectivement gagné largement. Et Count Beanface est arrivé en 2e position. Le titre de Reuters, Nigel Farage retrouve un siège au Parlement britannique et repousse le défi de Count Beanface. C'est un monde de clowns à cause de titres comme celui-ci. Chez Reuters et dans d'autres médias britanniques, où ils doivent parler de Count Beanface parce que les travaillistes et les conservateurs ont décidé de ne pas présenter de candidat. Ils ont donc soutenu Count Beanface, un type avec une poubelle sur la tête, un humoriste avec une poubelle sur la tête. C'est celui que les conservateurs et les travaillistes ont décidé de soutenir. Pathétique. Et Farage, il s'est débarrassé du compte Beanface assez efficacement. Se débarrasser du compte Beanface. Oh mon Dieu, dans quel monde vivons-nous? Ursula von der Leyen a publié une vidéo pour annoncer qu'elle avait 2 nouveaux poussins dans sa ferme, j'imagine.
Je suppose que c'est sa ferme familiale ou quelque chose comme ça. Mais elle a 2 poussins et la poule s'appelle Chicaletta. Je n'invente rien. Elle a vraiment publié une vidéo sur TikTok et Instagram. Elle veut que tout le monde appelle les 2 poussins Chicaletta. Et son histoire, si je me souviens bien de ce qu'elle raconte sur Chicaletta, est tellement ridicule. C'est la présidente de l'Union européenne. Donc ces 2 poussins ne sont pas réellement des Chicaletta. So these 2 chicks are not actually Chicalettas. They're another hen's chicks. Ce sont les poussins d'une autre poule, mais cette poule les a abandonnés. Alors Chicaletta a adopté ces poussins. Je ne sais même pas si je raconte ça correctement. Enfin bref, maintenant Ursula veut que tout le monde donne des noms à ces 2 poussins. Von der Leyen demande aux Européens de choisir les noms des 2 poussins de sa poule, Chicaletta. Oh mon Dieu. Donc je vous laisse décider. Comment devrait-elle appeler ces 2 poussins? Moi j'ai un nom. Vous voulez savoir quel nom je donnerais à ces 2 poussins? Tat et Ters. Tat Ters. Venez ici, Tat Ters. Laissez-moi vous nourrir, Tat Ters. Enfin bref, comment Ursula devrait-elle appeler ces 2 poussins? Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que c'est tout simplement tellement ridicule. Chicaletta. Enfin bref, theduranlocals.com. Anyway, theduran.locals.com. We are on X and Rumble and Nous sommes sur X, Rumble et Telegram. Allez sur la boutique de The Duran. Prenez quelques produits dérivés. Nous avons une offre spéciale pour l'été. Le lien se trouve dans la description, juste en dessous. Nous sommes aussi sur Substack, alors allez nous y retrouver. Mon sac est toujours là pour le moment. Je le surveille pendant que j'enregistre cette vidéo. Et aimez cette vidéo. Explosez ce bouton j'aime. Anéantissez ce bouton de soutien. Et abonnez-vous, s'il vous plaît, à cette chaîne. Ça aide énormément cette chaîne. Et merci à tous ceux qui y sont abonnés. Vérifiez votre abonnement, s'il vous plaît, parce que YouTube, pour une raison ou une autre, désabonne beaucoup de mes abonnés. Alors, vérifiez bien votre abonnement. Je vous retrouve tout demain. Prenez soin de vous. tomorrow. Take care.